je vais plutôt effectivement parler des travaux linguistiques et comment ils ont émergé et comment une posture féminine, féministe émerge aussi. Il y a toujours, dans ces cas-là, effectivement, des références biographiques. Mais, comme toujours aussi, ces origines qu'on se donne à un temps donné d'une conférence sont plus ou moins mythiques. C'est-à-dire qu'un jour, on peut faire remonter ça à l'âge de 8 ans parce qu'on a vu que la différence entre un petit garçon et une petite fille se révélait manifeste avec un choix paradigmatique tout à fait déplorable pour la petite fille. Un autre jour, ça peut remonter à une grand-mère extrêmement féministe dans les années 20. Un autre jour, on invente autre chose. C'est-à-dire que l'origine n'est jamais ce point fixe, elle est toujours un phénomène de discours et de rêve. Donc, je dirais une famille où il y a effectivement un garçon et une fille, un père extrêmement responsable de ce que doit être un père, c'est-à-dire un chef de famille à l'époque, et qui pourra un jour me convoquer, ce sera en tout cas l'origine que je donnerai aujourd'hui, en me disant, voilà, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille ça se parie, un garçon ça doit soutenir une famille. Donc tu te débrouilles pour tes études si tu veux en faire, ou bien tu prends un métier immédiat, mais à ton frère je paierai des études. Ce qui est formidable. Parce que grâce à ça, et évidemment je me suis enfuie, je me suis payé des études et je suis devenue quelque peu, sans avoir le mot tout de suite, féministe. Ce serait tout ce que je dirais de la famille. Mais avant, il y a tous ces contes aux petites filles imbéciles qui ne font que rêver de princes charmants, qui s'endorment jusqu'à ce qu'ils les réveillent. Donc, tout ça m'ennuyait un peu, quoi. Les intéressantes étaient un peu sorcières, c'était pas très ragoûtant non plus. Donc, les identifications entre Blanche de Castille et Jeanne d'Arc, qui finit au bûcher, comme vous savez, n'étaient pas drôles du tout. Heureusement, il y a eu Simone de Beauvoir, avec un couple mythique. Apparemment, ils s'aimaient très bien, comme dans les contes, apparemment. Et en même temps, ils vivaient, elles vivaient, chacune, leur vie. Alors, ça permettait des identifications autres. Dans un autre coin du tableau, il y avait Elsa Triolet et Aragon. Alors, tout le monde les a oubliés, ou presque, mais Elsa Triolet écrivait aussi des romans. Et en plus, elle en a écrit un qui s'appelle Anne-Marie. Donc, vous voyez comment on se fait des identifications. En plus, les jouets. Les garçons avaient des jouets totalement intéressants. Et nous, on nous collait les bébés, les petites poupées, et tout ça, ça m'intéressait pas du tout, moi. Mais n'empêche que j'en avais aussi. Et je trouvais ça pas très sérieux. Et vraiment, les livres m'intéressaient plus. Heureusement, mes parents me donnaient aussi des livres. Dans un autre coin du tableau, il y a eu, à cette époque, on allait au cinéma et on voyait les actualités au cinéma, en avant-première. J'avais pas de télé et la radio était fixe dans un coin du tableau. Donc, un jour, une interview de Colette, l'écrivaine. Je ne sais plus ce qu'on lui demande, mais je me souviens de sa réponse. Elle dit « Je la suis ». Alors ça, je la suis. Quelle autorisation? Cette faute de grammaire. Chacune d'entre nous dit « Je le suis ». Vous êtes prof? Je le suis. Je la suis. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? J'ai jamais oublié. Et les étudiantes pourraient témoigner qu'il m'arrive de dire « Je la suis ». Parce que je trouve ça très bien. Évidemment, des expériences dramatiques presque. Quasi, moi, je me souviens, une scène d'hystérie autour de 1964. Je travaille depuis 1960, donc j'ai un compte bancaire. Je vais à la fin du mois ou au début du mois chercher ma paie. Et puis voilà, qu'un jour, je me présente à la même banque et on me refuse de me donner de l'argent. Et
Je demande pourquoi, le banquier dit, mais vous n'avez pas l'autorisation de votre mari. Et donc, je m'aperçois que moi qui travaille depuis 4 ans et qui ai un compte dans cette banque, ne peut plus tout d'un coup tirer de l'argent parce que mon mari, mon homme, comme on dit populairement, tout d'un coup, n'a pas signé quelque chose. Le malheureux, il ne savait même pas qu'il devait le faire. Je rentre à la maison comme une furie, vous pouvez imaginer. Et le singulier prend pour le collectif. Je dis, mais vous les hommes, là, mais... Bon, vous imaginez. Il est venu dardard à la banque me signer mon autorisation. Et je peux dire maintenant que vraiment c'était très violent comme scène et qu'après tout, sur ses épaules pesait la collectivité mâle et ses lois patriarcales. Donc, rappelez-vous, c'est pas si loin. C'est 1965 qu'une femme peut ouvrir un compte bancaire, recevoir son argent, sans les totales autorisations. Elle ne peut pas encore acheter quelque chose. Donc, on est vraiment des demeurés ou des filles constamment. Dans l'enseignement, très vite, dès la première année, je suis dans un lycée qui va de la 6e à la terminale, et j'ai en 4e à faire les femmes savantes et les précieuses ridicules. Or, en tant qu'étudiante, j'ai appris en lettres modernes bien des choses sur les précieuses. Et quand je commence le texte, pour des 4e, pas pour des terminales ou des licences, mais pour des 4e, je me dis, c'est pas possible, moi je peux pas transmettre cela. Les précieuses ne sont pas ridicules, et là, Molière a tant de talent que les précieuses ne sont plus que ridicules. Je refuse. À l'avenir, je ferai l'avare, mais je ne ferai pas les femmes savantes, ni les précieuses ridicules en 4e. Le collectif m'aide parce que 2 ans après, on casse les lycées, en collège et lycée, et je n'enseigne plus qu'en seconde et première, et à la rigueur, là, on peut discuter un peu plus avec les élèves. Mais en fait, je m'y tiendrai. Je ferai Tartuffe et le misanthrope, et je ne reviendrai plus aux femmes savantes, qui peuvent pourtant être intéressantes, parce qu'il faut se rappeler que Molière est quelqu'un qui lit beaucoup, qui est tout à fait au fait des choses politiques de l'époque. Par exemple, dans Le bourgeois gentilhomme, il se moque de la phonétique, mais il étudie très précisément le texte de Cordemoy, qui est le phonéticien de l'époque qui vient de faire des découvertes. Donc, en même temps qu'il s'en moque, il dit des choses tout à fait scientifiques. Vous voyez, comme si quelqu'un faisait une pièce très drôle aujourd'hui avec les dernières découvertes neurocognitives, par exemple. Bon, sauf que ça ne se fait plus. On n'a pas de Molière, même si on en a d'autres. Bon. Alors, évidemment, ensuite, les choses aidant, moi je suis passée en fac assez vite, et puis je travaillais sur la philologie française ou sur la linguistique, et c'est vrai que en travaillant avec la linguistique, ce qui devient très très intéressant, c'est la langue et ses impositions et ses contraintes. C'est plutôt de cela dont je vais parler. Je vous ai mis ici un certain nombre d'éléments, et je vais prendre une anecdote et un exemple. Quand vous parlez français, vous croyez, en regardant la nature, je m'excuse pour celles qui connaissent, vous croyez voir des arbres et des fleurs. Eh bien non, non. C'est la langue française qui vous fait voir des arbres et des fleurs. Il n'y a pas d'arbres dans la nature. Il y a des verticalités avec des feuillages qui ont chaque fois des noms différents, précisément, et quelqu'un qui s'occupe d'arbres le sait. Mais quelqu'un qui parle français entre dans la langue française et reçoit le mot arbre. Et tout machin qui sera debout avec un feuillage, parfois même sans feuillage, mais avec une potentialité de feuillage, s'appellera arbre. Évidemment, dans des langues où il n'y a pas d'arbre, il n'y aura pas d'arbre parce que dans la nature, il n'y a pas d'arbre. Donc on voit bien que c'est très compliqué cette interaction entre la réalité du monde et puis sa symbolisation par les langues. Autre exemple, tiré d'une anecdote féministe, construite par les féministes. Un enfant et son père sont dans une voiture, grave accident, le père meurt. Le fils survit mais doit être opéré. Il arrive à l'hôpital et le chirurgien dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Le temps que vous mettez à réaliser qui est ce chirurgien, vous voyez l'imposition linguistique. Si l'on vous dit « La chirurgienne dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils », tout équivoque est levé. Donc le chirurgien était une chirurgienne. La question du sujet. Vous croyez que vous êtes
un ego, peut-être même unaire. Vous êtes un individu ou une personne. C'est pas si sûr. Vous vous reconnaissez à travers toutes les photos qu'on vous donne de l'âge de 2 mois, 1 mois, 2 jours à 103 ans. Soyons optimistes. Comment vous faites? Ben, vous faites parce qu'on vous dit c'est toi. Ou bien parce qu'on vous dit c'est Anne-Marie. Alors vous vous reconnaissez, même quand vous ne vous reconnaissez pas. Et vous croyez que vous êtes je. Parce que la langue française vous a donné je. Et d'ailleurs, je, ni mâle, ni femelle. Butler serait content. Vous voyez? Parce que la langue dit un je asexué. Mais il y a des langues où vous êtes obligé d'entrer dans un je mâle ou un je femelle. Donc un je homme ou un je femme. Il y a des langues où vous êtes obligé de vous positionner en face de qui vous parle. Comment ça m'est arrivé? Ben, j'ai mis là un étudiant vietnamien. Grâce à un étudiant vietnamien dans un cours qui a dit cette phrase pour moi totalement incongrue, que je vous transmets aujourd'hui, en français, je sais qui je suis. Je me suis dit, bon, celui-là, il va falloir que j'aille lui parler après parce qu'il doit avoir quelque chose de bizarre. Évidemment, j'ai d'abord pensé psychologiquement. En fait, c'était linguistique. C'est-à-dire, je lui dis, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez qui vous êtes? Expliquez-moi. Mais il dit oui, parce qu'en vietnamien, avant que l'autre ne me parle, je ne sais pas comment je dois répondre. Bon, expliquez-moi. Eh bien, je ne sais pas si je dois répondre oncle ou neveu. Donc, il m'explique qu'effectivement, en vietnamien, comme en japonais, des relations d'infériorité et de supériorité, en termes familiaux, gèrent les rapports d'interlocution. C'est pour ça qu'on disait l'oncle haut pour Ho Chi Minh. Donc, grande découverte de ma part, découverte aussi de mon ignorance absolue, et donc je me suis mis à rechercher ces langues qui structurent le sujet de façon binaire ou plurielle. Plus tard, je lirai un article de Lacan qui se pose cette question du sujet unaire ou du sujet à ciel constellé d'étoiles. Toujours, évidemment. Ça veut dire le sujet parcellisé dans les pronoms. Ce qu'on a un peu en français quand on dit moi, je. Mais enfin, on est tellement obnubilé par ce je qu'on pense que le moi, ça n'a jamais que l'accusatif du je et que c'est le même pronom. Vous voyez, alors que ça pourrait dire un clivage. dont se servira d'ailleurs Lacan pour dire le moi et puis le sujet de l'inconscient. Donc, la question de l'identité, c'est poser non seulement la question de la nomination dans les langues, mais aussi la question de l'identité. La langue dans laquelle entre l'enfant, c'est jamais l'enfant qui invente la langue. La langue est déjà là. Et les discours parentaux, et l'enfant rentre là-dedans et se fait structurer par cette langue. Et je vous ai montré que selon diverses langues, on peut avoir des questions qui sont tout à fait intéressantes ethnologiquement ou linguistiquement. Par exemple, dans Soleil et Hopi, il est raconté que pour devenir adulte, on doit perdre son nom d'enfance et on doit avoir un autre nom, un secret que personne ne doit savoir, qui est donné par le père symbolique, et puis un nom qui va être un nom social, etc. Bon, donc les nominations, les catégorisations nominales sont extrêmement importantes. Je vous ai mis un exemple en portugais. Le portugais, c'est une langue romane proche de la nôtre. Or, en portugais, merci est sexué. On dit obrigado si on est un homme et on dit obrigada si on est une femme. Donc, vous voyez, en français, nous disons merci, mais pas merci homme, merci femme. Donc, le sujet parlant ne dit pas le même merci. Imaginons, pour faire semblable, les hommes diraient merci et les femmes diraient mersa. Voilà, vous voyez, on entre dans ce cas-là dans une langue d'homme et une langue de femme. Donc, ces différences sexuelles dans les langues ont été étudiées, en particulier par Mary Ritchie, qui a beaucoup influencé Marina Jagello. Et la différence
a été repéré d'abord pour ces langues qu'on appelait primitives et qui étaient des langues exotiques, comme on dit aussi, ou encore des petites langues, parce que ce sont des langues de tribus indiennes, amazoniennes, etc. Et en particulier, sur une île des Caraïbes, la différence entre la langue caribe et arawak, qui a été repérée dès le début du XXe siècle et dont la revue Orbis en 1952 a parlé. Donc vous voyez que ces travaux se faisaient depuis assez longtemps. Quand on est linguiste, on sait que dès le début du siècle, un ethnolinguiste américain comme Sapir a travaillé sur la langue Yana et a montré que des pratiques qui nous paraissent semblables, par exemple comme danser ou manger, n'ont pas le même vocabulaire quand ce sont des hommes qui les utilisent ou quand ce sont des femmes. Donc où il y a vraiment des morceaux de la langue qui sont sexués hommes et d'autres sexués femmes. Et dans la langue caribe et arawak, on fait l'hypothèse d'une société où tous les hommes ont été tués, les femmes restent avec leur langue, les hommes avec leur langue, les enfants garçons élevés par les femmes ont d'abord le langage féminin, puis doivent passer dans le langage homme quand ils partent dans la case des hommes, ce qui est d'ailleurs le cas aussi dans Soleil Hopi et qui est le cas dans d'autres langues. Et il y a un ethnologue qui s'appelle Flaherty qui a travaillé sur les Indiens gros ventre et qui interroge en particulier les grands-mères. C'est rare parce que d'habitude c'est plutôt les grands-pères que les hommes interrogent. Là, il interroge une grand-mère qui lui dit c'est bien dommage que les garçons se mettent à parler l'anglais, mais on peut comprendre parce qu'en anglais, c'est presque la même phrase que le vietnamien. En anglais, ils ne font pas de faute de sexe. Alors, donc il faut expliquer que quand ils parlent kokama, ils doivent avoir une langue d'homme et parfois la langue de la mère résiste, donc ils emploient une langue des femmes. Et donc les autres garçons un peu plus âgés se moquent d'eux en leur disant qu'ils sont soit des omelettes, soit des fillettes. Et donc être est un hypochondristique, vous voyez, diminutif, et donc ils sont moqués par des fautes de sexe. Ce n'est pas les fautes d'orthographe là. Hein. Donc un certain nombre d'ethnologues et linguistes américains ont beaucoup déchiffré ces phénomènes linguistiques. Et au moment du mouvement de libération des femmes, des féministes américaines ont pris en main ces travaux en s'interrogeant sur nos langues. Donc d'abord l'anglais américain, puis l'allemand, puis le français. Et effectivement, ce mouvement féministe a un peu influencé des études linguistiques. Si je prends l'exemple des travaux que je faisais dans les années 60-70, à chaque fois que j'ai demandé est-ce qu'on travaille la variable sexuelle, les psychologues ou les enseignants qui travaillaient avec moi disaient mais non, c'est pas utile. Je travaillais sur les premiers apprentissages, le CP, grande section de maternelle et CP, et je me rappelle très bien Eric Espéré, qui est devenu depuis président de l'université de Poitiers, me disait mais non, ça n'a rien à voir, les petits-enfants sont des petits-enfants, et puis ils entrent dans la langue de la même façon. Je disais non, les filles sont plus précoces pour apprendre la langue, donc est-ce qu'il reste quelque chose? Non, non, on ne va pas travailler la variable sexuelle. Quand moi j'ai fait ma thèse, je me rendais bien compte que le rapport des femmes à la langue, comme je vois dans les mémoires de linguistique aujourd'hui sur les parlers de banlieue, le rapport des femmes à la langue est différent du rapport des garçons à la langue. Donc, on pourra y revenir si vous voulez. Donc, je pensais qu'il fallait travailler cette variable et dans la thèse, je me suis mise à la travailler systématiquement. Il n'y avait pas encore la sociolinguistique qui la travaille et je vous parle d'années très très arrière, c'est-à-dire des années 68, 69, 70. Préhistorique. Et quasi diplodocus, quoi, vous voyez. Donc on s'est mis à travailler cela, et du coup, quelque chose que s'appelle, si on prend Marie Lecicki ou Anne Bodine, différence par préférence. C'est très mal dit, parce que c'est pas par préférence. Je veux dire, si une femme française peut dire merde comme un garçon français ou un homme français, au niveau de la représentation, ça ne va pas du tout avoir le même effet. C'est-à-dire que ma première position va être celle-là, je vais en changer, c'est pas du tout la langue qui transporte des représentations sexistes ou machistes ou féministes, mais ce sont les discours et surtout les imaginaires qu'on a sur les propos.
Peu à peu, je m'aperçois que c'est un peu plus compliqué. Mais pour expliquer ce que c'est que cette différenciation par exclusivité, on comprend, c'est une langue des hommes et une langue des femmes. Donc un bilinguisme obligé. D'ailleurs, on verra que le statut des femmes dans ce bilinguisme n'est pas le même que celui des hommes. Parce que les hommes sont bilingues passifs, c'est-à-dire ils parlent la langue des hommes, comprennent la langue des femmes, mais ne l'utilisent pas. Tandis que les femmes sont obligées d'utiliser la langue des hommes et la langue des femmes. Par exemple, si on veut dire à Paul, ton copain Pierre m'a dit que, eh bien, la femme est obligée, quand elle dit ton copain Pierre m'a dit que, c'est-à-dire en discours indirect, elle est obligée d'employer le langage masculin. Donc il y a deux bilinguismes, mais ils ne sont pas du même ordre. La femme doit être plus active. C'est d'ailleurs intéressant de lire les linguistes parce qu'on s'aperçoit que ces mêmes phénomènes, c'est pour ça que je crois d'abord qu'il s'agit essentiellement de représentation, ces mêmes phénomènes sont repérés de façon représentationnelle différente, chaque fois au détriment des femmes. Par exemple, Sapir remarque que les mots féminins sont plus longs. On pourrait dire, tiens, du coup, les femmes, elles ont une activité un peu plus importante. Non, du coup, ça montre que vraiment, elles sont moins bonnes linguistiquement. Mais si dans une autre langue, les mots sont plus courts, elles sont aussi moins bonnes linguistiquement. Donc, vous voyez, ça se fait toujours dans le même sens, au niveau des représentations, au niveau des imaginaires. Cet imaginaire, je le travaille au sens de Castoriadis, c'est-à-dire qu'il fait des effets. C'est un imaginaire qui a des effets pragmatiques, sociaux. Donc, ce n'est pas d'imagination comme ça. C'est un imaginaire instituant. Bon, alors, on va s'apercevoir que dans nos langues, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça qu'elles vont faire des travaux qui va dire qu'il y a des variétés hommes et femmes avec une grande zone commune. Hommes et femmes disent il pleut. Hommes et femmes disent je sais qu'il pleut. Encore que, peut-être il pleut. Eh bien, ça, c'est une femme. Enfin, il pleut. Ça doit être un homme. Alors, je caricature un peu, mais quand on va se mettre à faire ces travaux, et là, on va avoir pas mal de linguistes en France qui vont faire ces travaux, on va s'apercevoir qu'il existe des différences dont on n'a pas conscience. Or, c'est très important dans l'enseignement, parce que si ça passe à l'écrit, quand un garçon est corrigé par un homme, on peut penser... Alors, attention, je vais prendre quelques précautions sur le collectif, les statistiques et la singularité. Il y a toujours un homme qui peut être extrêmement féminin et une femme qui peut être plutôt mâle. Ceci réglé, on va travailler sur les grands groupes. C'est vrai que, et c'est marqué ici, certains adjectifs ou l'usage d'adjectifs va plutôt être le fait des femmes dont nous savons, à travers la nuit des temps, qu'on les a dit plus nuancées, plus sensibles, etc. Mais peut-être c'était phénomène linguistique. Peut-être c'était phénomène plus social ou plus psychologique. Peut-être que n'ayant pas le pouvoir social, elles ont pris un pouvoir symbolique, c'est-à-dire dans la langue. Bon, bref, on ne sait pas tout cela, on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne, mais on constate qu'effectivement, au niveau du vocabulaire, au niveau de mode syntaxique, au niveau de ce que les linguistes appellent les modalisations, et que pour vous, je vais dire les atténuations, c'est-à-dire peut-être, sans doute, est-ce que ne pas, on en trouve plus chez les femmes que chez les hommes, et c'est pourquoi on dit souvent que les hommes ont un parler plus direct et les femmes plus contournées. Alors, au cas par cas, ça peut être faux. Et aussi dans des situations. Si par exemple, on a une patronne femme qui doit dire des choses à ses employés hommes, il est fort probable qu'elle n'emploiera pas toutes ces atténuations et qu'elle aura un parler que d'habitude on appelle mâle. Donc attention, il y a les singularités et il y a aussi les situations d'interlocution. Donc tout ça est dit en gros. Vous avez un livre qui vient de sortir de Sophie Bailly qui travaille tout cela très 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 finement. Bien entendu, que reste-t-il? La plupart du temps, la voix. Vous voyez quelque chose. Alors la voix, elle est aussi historique, parce qu'on sait bien que les voix des femmes après les années 40 ne sont pas à la même hauteur que les voix des femmes avant. Bon, on ne sait pas
en quoi la guerre a fait quelque chose, mais en tout cas, on constate, et il y a des phonéticiens qui ont étudié ça très près, que notre voix s'est aggravée, donc s'est approchée un peu de la voix des hommes, qui eux-mêmes sont devenus plus graves et se sont différenciés aussi. En même temps, vous savez bien que parfois, quand on entend une voix à la radio, on a quelques éléments de flottement. C'était le cas de ministre qui s'appelait Monique Pelletier, où quand on l'entendait à la radio, on ne savait plus trop si c'était un homme ou une femme, tant sa voix était grave. Donc là encore, c'est une question de singularité. Mais vous voyez que toutes ces études arrivent à montrer que malgré une zone commune, il y a des moments qui se font repérer. Un peu comme dans la gestualité, dans les postures. Vous savez qu'il y a des pièces de théâtre qui ont absolument joué cela dans les postures, etc. Bon, donc il y a eu un important travail d'abord de mise au jour de ces phénomènes. Quand moi je suis arrivée à la Sorbonne, j'ai fait faire un mémoire sur les mots grossiers par une étudiante. Et on a trouvé qu'après tout le monde pouvait tout dire, mais que quand même, certains mots étaient absolument refusés quand il s'agissait de femmes. Alors, on est dans les années 95-96 et on a fait quelques expériences tout à fait sur la mode américaine, c'est-à-dire d'appliquer les enquêtes. Donc moi, vous voyez, étant donné que je suis très grande, j'ai toujours beaucoup de mal à attraper les choses qui sont en haut des étagères dans un magasin. Donc je fais l'épreuve d'essayer de l'attraper et de dire « merde, j'y arrive pas ». Eh bien, il m'est arrivé d'entendre « oh, madame ». Une dame ne dit pas ça. Exactement comme j'entendais, une petite fille ne doit pas dire cela. Hein? Et alors le pire, c'est enculé. Ça, enculé, c'est pas possible. Enfin, on pourra aller dans les banlieues voir ce qui se passe, puisque maintenant il paraît que les mots grossiers voltigent chez les filles. Mais je vous parle de 96 et du mémoire de cette étudiante. Et ben alors là, c'était vraiment. Alors on a essayé, ben, évidemment, là, non, vraiment, c'est pas possible, surtout si on est prof. Alors, il faut quand même parler mieux pour donner l'exemple et puis tenir un peu son statut. Bon. Donc ça existe, vous voyez la disjonction entre la représentation, ce que j'appelle l'imaginaire social ou linguistique, et puis les usages eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui se passe réellement. Mais effectivement, ces représentations sont parlées, deviennent des discours. Et donc une petite fille ne doit pas dire, comme un petit garçon ne doit pas pleurer. C'est-à-dire ce que fait Averti de passer le bébé à la moulinette, pour montrer qu'on nous fracasse la tête dès qu'on rentre dans le monde et dans une langue, c'était une belle métaphore. Ça ne cassait pas les vrais bébés, mais ça montrait que chacun était mouliné. Chacun, chacune. Un bébé, une bébé. Tout le monde mouliné entre dans les discours, alors parfois parentaux. Et vous savez, tous les ans, on regarde avec les étudiants et les étudiantes les catalogues de jouets. Eh bien, encore en 2009, on a les jouets pour les garçons et les jouets pour les filles qui vont faire des filles d'adorables petites ménagères. C'est-à-dire que la mère est là avec, pas la chef de ménage, mais celle qui est au ménage. D'ailleurs, on le sait dans les tâches ménagères, etc. Bon, donc je passe, vous connaissez tout ça. Cette déconstruction a été évidemment sociale. Là, les sociologues, femmes en particulier, ont beaucoup travaillé après les années 68, mais aussi des psycholinguistes, en particulier sur les conversations. C'est-à-dire, comment ça marche les conversations? Est-ce que c'est le temps de parole? Vous savez bien que les femmes bavardent. Les femmes bavardent de l'éducation des enfants, par exemple. Les hommes discutent. Le foot. Des prochaines vacances. Alors, il y a des thèmes communs, et là aussi, il y a des thèmes qui sont disjoints. Preuve en est qu'à partir du moment où des femmes se sont intéressées au foot, alors, ça a été grandiose. Et on en trouve toujours une, quand on est journaliste, qui dit, n'est-ce pas, alors maintenant le foot est devenu quelque chose de sacré, d'autant que les femmes s'y intéressent aussi. Comme quoi, on n'a pas besoin de nous, mais par moment, c'est quand même bien de nous faire apparaître. Hein? Donc, qu'est-ce qui fait la gestion d'une conversation?
la prise de parole, le tour de parole, le volume de parole. Eh bien, on s'est aperçu que c'est le changement de thème dans les conversations. Et là, les Américaines ont beaucoup travaillé, et on voit, elles ont mis des micros chez les gens, dans les conversations, dialogues entre hommes et femmes, mari et femme, et on s'aperçoit que très souvent, le changement de thème, c'est-à-dire la prise de parole pour impulser une nouvelle thématique, ben, ce n'était pas les femmes. C'est un homme arrive du travail, il parle de son travail, la femme veut lui dire quelque chose qui s'est passé dans la maison. Elle va 7 fois commencer, et toujours lui continue de parler de quelque chose qui l'intéresse plus. Alors, c'est pareil, là aussi, on a des résultats statistiques, et puis vous allez rentrer chez vous, et vous allez voir que c'est vous qui dominez la conversation. Donc, je n'ai pas dit qui, vous, puisqu'en français, on ne sait pas si c'est mâle ou femelle. Bon, n'empêche que ces phénomènes-là ont été mis au jour, c'est ce qu'on appelle les déconstructions, des contraintes linguistiques dont on ne savait rien. Et en même temps, quand on regarde d'un peu plus près, je vous ai mis des exemples sur ce qui peut se passer au niveau de ce qui marque dans une langue le statut des femmes. On s'aperçoit que les femmes, depuis très longtemps, sont réduites à leur statut sexuel. C'est le film de Jean Eustache, La maman ou la putain. Mais à leur statut sexuel, et que la langue française enregistrait ça. Par exemple, on a le mot, on a la paire veuf, veuve, cité comme ça. Mais c'est pas comme ça que c'est rentré dans la langue. C'est veuve qui était la langue française et sa société. Donc veuve est entrée. Et on s'est aperçu qu'il y avait aussi des hommes seuls. Et du coup, on a construit sur veuve, on a construit veuf. C'est Pucelle qui est rentrée, vierge. Et là aussi, un jour, quelqu'une s'est dit qu'après tout, ça nous intéressait aussi de savoir ce qu'il arrivait aux jeunes hommes. Et le terme puceau est arrivé dans la langue. Vous voyez, comme déduit, pensez-y, parce que pour la féminisation, ça va être important. On va toujours croire que le féminin se fait à partir du masculin, et ici, c'était l'inverse. D'ailleurs, c'est l'inverse. Ce sont les femmes qui font les hommes. Enfin, qui les pondent. Donc, la marque du statut social, toujours comme adjectif. C'est ce que j'ai écrit, femme de, avec l'ambiguïté de la langue française. Femme de, deuxième sexe. Toujours femme de quelqu'un. Fille du père, épouse du mari. Cela recouvert par le terme femme. Et il y a un joli film américain où, au moment où on demande Miss, Mrs., qui répond Monsieur. Madame ou mademoiselle? Ah ben, ça on l'a fait chez les féministes. Quand on nous posait la question Madame ou mademoiselle, Monsieur ou Monsieur, qui montre immédiatement la dissymétrie. Pourquoi ça intéresse les gens de savoir si on est mademoiselle? Pas seulement parce qu'on a couché ou pas, mais parce que est-ce qu'on est couverte par un homme? C'est-à-dire, est-ce qu'on est marié? Et c'est pas parce que patouche, non, il ne faut pas faire revenir la chrétienté derrière, c'est parce qu'une femme toute seule, c'est ambigu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Toujours un peu d'once de marginalité, de révolution, de conduite un peu bizarre. Alors, ça se passait pour les veuves, il fallait tout de suite les remarier, et les sociétés ont parfois tout à fait ritualisé cela, c'est le cousin qui épouse, ou le frère, ou etc. Et les femmes seules, non mariées, les vieilles filles, comme on disait autrefois. Donc, vous voyez, une femme seule, c'est gênant. D'ailleurs, on invite assez aisément un homme seul, mais une femme seule, et puis une femme seule au restaurant, elle est souvent quelque peu délaissée. Hein? Bon, alors je vous ai mis aussi quelques exemples de ce qu'on appelle les dissymétries lexicales, qu'on vient de voir avec veuve et veuf, mais par exemple, ce fameux homme. Alors, dès le XVIe siècle, un traducteur d'Aristote qui s'appelle Oresme a montré que homme, qui vient de homo, enfin hominem, était tout à fait mal
interprété en français, de croire qu'il s'agissait d'homme mâle. Parce que c'est homme mâle et c'est être humain. Or, en français, en latin, par contre, on a homo, puis on a wir et mulier. Donc on a 3 termes. Si vous voulez, comme en allemand, on a Mensch, Mann, Frau. Mais en français, on a homme, femme. Et tout ça est très dissymétrique parce que homme veut dire être humain, les droits de l'homme, contre lesquels va s'élever Olympe de Gouges, comme vous savez, en disant les droits de la femme et de la personne. Et homme mâle et homme être humain. Alors, ça veut dire que le masculin se veut comme le représentant de l'espèce humaine. Il y a des pays qui vont un peu aller la contre, comme proposer les droits de la personne, comme au Québec, à la place des droits de l'homme. Alors on nous dit, oh ben c'est pas grave, les droits de l'homme, tout le monde comprend quand même, qu'est-ce que vous allez nous faire, la déclaration des droits de l'homme, on sait bien que c'est liberté, égalité, fraternité, on se marre un peu aujourd'hui de voir ce que ça veut dire, liberté, égalité, fraternité, mais enfin bon, on trouve que les femmes, et les féministes en particulier, font de fausses querelles. N'empêche que, quand on a fait le suffrage universel pour tous, ben, il a été pour tous. Les hommes, pour tous les hommes, pendant plus d'1 siècle. Et vous savez bien que nous sommes un des pays à donner le droit de vote aux femmes. Attendez, à donner, à accorder, comme si c'est pas elle qui l'avait volé. C'est-à-dire comme si, à force des revendications féministes, effectivement, on ne l'avait pas obtenu. Mais on dit toujours, De Gaulle a accordé le droit de vote aux femmes. Gars et garce, c'est la même chose. Un gars, c'est un gars. Même si cette paire a un peu vieilli, une garce, c'est une salope, quoi. Et un salaud, alors ça c'est intéressant. En plus, orthographiquement, on a changé pour qu'un salaud ne soit pas la paire d'une salope. C'est-à-dire, à la place de s'écrire S-A-L-O-P, un jour, on a écrit Aldé. Donc, le salaud, il est là tout seul, c'est un vrai salaud. Une salope, on sait que c'est sexuel, quoi. Donc, vous voyez, c'est sur les femmes, un statut sexuel. Si on dit c'est une fille, c'est quoi? C'est votre fille ou c'est une fille que vous avez ramassée? Alors il y a des anecdotes comme ça chez les étudiants. Et puis les métaphores. Alors quand on regarde les métaphores animales un tout petit peu, une souris, comme une poule, c'est toujours à métaphore sexuelle. Même si c'est une mignonne petite souris. Un étalon, c'est aussi à connotation sexuelle. Mais un mec qui se prend pour un étalon, c'est plutôt bien monté. Et donc c'est favorable. Tandis qu'une jument, il y a une pub en ce moment à la télé, vous la regarderez. Je ne sais plus ce qu'elle s'achète comme crème, mais c'est une femme à tête de cheval. Bon. Alors vous voyez toujours des connotations sexuelles. Je peux prendre quelque chose que j'ai relevé à la radio, c'était Jeannie Longo, qui gagne un tour quelconque, je ne me rappelle plus. Alors on lui dit, alors vous êtes coureuse? Coureuse? Alors faut voir le visage du journaliste, la jouissance dégoulinante. J'ai jamais vu qu'on dise à un coureur, alors vous êtes coureur de quoi? De flanc de montagne, monsieur. Bon, elle s'est pas démentée, elle a dit oui, coureuse, et alors? Oui, mais coureur ou coureuse? Mais coureuse toujours avec cette insinuation. Évidemment, au moment de la féminisation des noms de métiers, on va entendre ça partout, et avec quelques précautions parfois chez les hommes. On vous appelle comment? Madame le juge ou Madame la juge? Alors, on tombe sur une femme qui dit le juge. Bon, mais il y en a d'autres qui vont dire la juge et qui mettront la directrice, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, très rapidement, ce qu'on a appelé la langue du mépris, il y a eu plein d'articles là-dessus, professionnel, c'est un professionnel, c'est une professionnelle. Il a du caractère, cet homme. Elle a du caractère. C'est toujours du mauvais caractère. C'est toujours une hystérie. Hein? Avec un usage psychique un peu bizarre. Bon. Donc, on voit bien que toujours le statut sexuel est primordial pour une femme, c'est-à-dire un statut secondaire et essentiellement de maternité. Dévalorisé sexuellement, c'est la pute, mais un peu valorisé et encore, parce que quand on dit d'une femme que c'est une vraie lapine,
ça veut dire que même la maternité ne la protège pas. La métaphore est négative. C'est dans celle-là, elle fait quand même trop d'enfants. Alors, pourquoi? Eh bien parce qu'en français, il y a quelque chose de très difficile à travailler, c'est que le français n'a que deux genres. Il y a des langues sans genre. Je prends genre au sens de forme de la langue, morphologie. Donc, il y a des langues sans genre, comme le finnois, le hongrois, etc., qui règlent assez facilement les choses. On a la fonction, professeur, directeur, et puis on ajoute homme, on ajoute femme, pour spécifier. Le français n'est pas comme cela. Il n'a pas non plus trois genres, quoi qu'on vous dise, quoi que dira l'Académie, quoi que dira Lévi-Strauss, quoi que dira Hélène Carrère d'Ancos, le français n'a pas de neutre. Le masculin, par moment, est rassembleur, il est ce qu'on appelle générique, il se présente comme neutre, mais vous avez vu déjà, oui, la forme grammaticale masculine s'avancer et dire « c'est moi que v'là et je suis neutre ». Non, c'est toujours un discours d'académicien ou de grammairien. Donc c'est bien un discours qui dit qu'il y a du neutre. Alors, soit sur un modèle archaïque, le latin avait du neutre, alors qu'est-ce que c'est que ce français qui n'a pas de neutre? On est moins bon que le latin? C'est pas possible. Bon, vieille lune langagière. Ou bien c'est, et je le crois plus, sexiste, c'est-à-dire qu'il faut à un moment dénier que le masculin ne représente que le masculin, et qu'il faut le présenter comme neutre. Donc, on va le présenter comme neutre en disant le masculin représente tout. Bon, alors c'est vrai, en français, à un moment, le masculin dit les étudiants de façon générique, et si je dis les étudiantes, ça devient strictement spécifique aux étudiantes femmes. Donc, il est vrai que le français utilise le masculin comme rassemblant et le masculin et le féminin. N'empêche que, quand on fait des enquêtes, comme j'ai fait tout à l'heure avec le chirurgien, la contrainte linguistique fait d'abord penser à des hommes. Alors, bon, c'est pas faux, les hommes gouvernent le monde. Mais, à un moment, les femmes vont revendiquer leur propre place. C'est ce que j'ai dit à propos du suffrage universel pour tous ou bien de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, c'est cette fameuse règle, inventée aussi par des grammairiens, le masculin l'emporte sur le féminin. Vous avez tous appris ça, ou tout appris ça à l'école, le masculin l'emporte sur le féminin. On ne savait pas d'ailleurs, quand enfant on entendait cette règle grammaticale, qu'elle n'était pas seulement grammaticale. Bon, maintenant on le sait. Donc, quelle que soit la civilisation ou la culture, la différence sexuelle devient différenciation sexuée. J'ai mis plus ou moins discriminante parce que j'ai eu envie d'être gentille pour nos propres sociétés qui ont fait quelques progrès, même si ce n'est pas tout à fait réussi. Et c'est pourquoi je vous ai mis un certain nombre d'exemples, comme le meurtre des bébés-filles dans bien des pays, le choix par l'échographie du sexe qui fait que des pays comme l'Inde ou comme la Chine ont beaucoup trop de garçons et pas assez de filles. Et on voit ce que ça peut faire. Les mariages forcés, qu'on trouve ici aussi. Le meurtre des épouses. Alors, une femme meurt tous les 3 jours en France, sous les coups de son compagnon. Évidemment, dans d'autres civilisations, voire cités, l'interdiction de sortir seul, non accompagné d'un mâle, la destruction des écoles de filles, l'interdiction de l'éducation, etc., etc. Et là, j'ai noté le viol, je ne l'ai pas noté là, mais je me le suis mis, le viol assimilé à l'adultère, qui font qu'on peut lapider des femmes violées, comme si c'était elles qui étaient fautives. Là, comme dénégation, c'est absolument dramatique, et c'est exemplaire. Et j'ai pris, donc vous voyez, hier, les femmes algériennes d'Assime Saoud, auxquelles on fait le reproche d'être des femmes seules, puisqu'elles vont travailler là, elles sont souvent seules avec leurs enfants, parce que quand on est avec les enfants, on est seul, puisqu'il n'y a pas d'homme, c'est tout, on est seul parce qu'il n'y a pas d'homme. Alors dans certains pays, s'il y a un enfant mâle, il devient protecteur, mais voilà.
Alors, je vais mettre aussi quelques visuels. Je vous ai dit tout à l'heure que ça existe aussi, cette construction linguistique et sociale, aussi au plan des postures, des mimiques, de la gestualité, avec souvent d'ailleurs une vision que les hommes, à vérifier, feraient moins de gestes que les femmes. C'est-à-dire que les hommes seraient dans le gestuel, et les femmes seraient dans la gesticulation. Et là, je gesticule. Bon. Alors, juste une petite remarque pour aller un peu plus vite et arriver à la féminisation, sur la notion sur le mot genre. J'ai dit tout à l'heure que j'employais genre au sens grammatical, morphologique, forme de la langue, mais nous savons maintenant que depuis une vingtaine d'années, on emploie, et ici aussi, le mot genre en termes de différenciation sexuée ou de rapports sociaux de sexe. Personnellement, ayant travaillé avec différenciation sexuée, rapports sociaux de sexe, je ne suis pas favorable au terme genre. Mais je suis de mon époque. Et donc, je questionne ces jeunes qui veulent utiliser le terme genre, et les moins jeunes aussi, qui se mettent à la mode. Alors, personnellement, et ça c'est peut-être la psychanalyse qui joue, je pense que c'est pour effacer sexe. C'est-à-dire, je pense que dans l'insu, ça permet de ne plus entendre quelque chose qui va du côté du sexé ou sexué. Alors on pourra dire genré, on pourra faire des dérivations comme on veut. Alors, quel est l'avantage de dire genre? Le masque. Très important, le masque social. C'est comme ça qu'on fait passer un certain nombre de choses. Si je prends ce parti-là, je ne suis pas contre. Ça m'a été rapporté aussi par des jeunes travaillant dans ces eaux-là, à qui je disais, moi, je ne suis pas à l'aise avec le mot genre. Je pense que c'est un effacement. Et elles m'ont dit, oui, mais ça nous permet de faire un certain nombre de travaux que peut-être, ça se passait en Suisse, ça, et de faire un certain nombre de travaux qu'autrement on n'aurait pas fait. Bon, alors, en même temps, si on a lu Judith Butler, c'est clair qu'à un moment, travailler avec la notion de genre permet d'avancer sur la mobilité identificatoire. Hein, alors, sans fétichisation d'une orientation sexuelle ou de désorientation sexuelle. Mais si ça permet de repérer ce que j'ai dit au tout début, l'origine est toujours mythique. Et la position homosexuelle ou hétérosexuelle ne sont jamais que des névroses sexuelles. Je cite Freud. L'hétérosexualité aussi. Simplement, on est bien obligé de rentrer quelque part. Peut-être bi si on veut. Vous voyez, c'est sans jugement de valeur, savoir qu'on a des positions qui sont contraintes singulièrement et collectivement et historiquement. C'est-à-dire, les discours nous construisent aussi. Bien sûr, tous ces stéréotypes discursifs, ce qu'on appelle les cartes forcées culturelles, j'ai mis maintenant un ou deux exemples de discours prétendument objectifs et scientifiques. Je ne reviens pas sur les différences sociologiques, le chômage, les salaires, la hiérarchie des carrières qui est très différente encore aujourd'hui pour les femmes, même dans l'enseignement supérieur par rapport aux hommes, mais évidemment dans le privé aussi, mais dans le public aussi. Je vais vous montrer un visuel qui est une enquête sociologique, et vous remarquerez quelque chose qui est formidable, c'est que effectivement, c'est triste à dire, mais selon le statut social, on vit plus vieux, on vit plus grand, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas les résultats de l'enquête sociologique, c'est l'insu de cette enquête. C'est que le plus petit des hommes, qui est un agriculteur, voyez, toujours les stats, le plus petit des hommes est plus grand que la plus grande des femmes. Ça, c'est un insu. C'est-à-dire, ça s'est fait sans que les sociologues s'en aperçoivent. Ça, c'est sexiste. Et pourtant, c'est une enquête tout à fait correcte. Et puis, je vous ai mis quelqu'un que j'aime bien épingler,
ils nous laissèrent seuls dans le village abandonné avec les femmes et les enfants. Vous voyez comment un illustre anthropologue, puisqu'il s'agit de Lévi-Strauss, se retrouve seul avec une espèce de cohorte sans aucun. Et oui. Et puis, ça révèle quelque chose qui se révélera encore plus au moment de la féminisation des noms de métiers, car c'est lui qui a fait le texte de l'Académie, qui a été si violent contre la féminisation. Alors, je vous ai égrené un peu les discours médiatiques, les BD pour adultes, les Bidochons sont une série que vraiment j'adore, parce que tous les stéréotypes sont là. Donc si on veut, pour le FLE, faire les stéréotypes français moyens, eh ben, on prend les Bidochons, ça marche très très bien. Mais même d'autres, par exemple, elle achète, c'était une publicité radio, elle achète beaucoup de choses, évidemment. Vous voyez, comme quand elle sort de sa voiture avec toutes sortes de paquets, parce que pour les publicités de voiture, les femmes conduisent quasiment jamais, mais elles sortent leurs longues jambes, et elles sortent avec toutes sortes de paquets. Et puis, elle achète, et toi, tu paies demain. Donc, c'est bien, Marie, vous voyez, etc., etc. On a d'autres travaux qui ont été tout à fait intéressants. On présente un enfant en pleurs. Il n'est pas identifiable, garçon ou fille, on dit c'est un garçon qui pleure. Alors, réponse, fait aux États-Unis, en Israël, en France, en Allemagne, il pleure parce qu'il est en colère, parce qu'on vient de lui faire une injustice. Ok. Ensuite, on dit c'est une petite fille. Elle pleure parce qu'elle a peur. Bon, vous voyez les stéréotypes qui arrivent. Lui pleure parce qu'il est en colère, activité. Elle pleure parce qu'elle a peur, donc elle a reçu quelque chose. Et c'est Claire Michard qui montre que si on regarde les discours, on repérera plus finement encore, et c'est pour ça que je dis que pour l'enseignement c'est extrêmement important, que la femme est souvent en objet du discours et que l'homme est en sujet du discours. Et bien ça, il faut regarder d'un peu près les textes que nous écrivons pour voir comment ça se passe. La voiture a écrasé une femme. Le cycliste s'est fait renverser. Vous me direz le résultat, ils sont tous les deux à l'hôpital. Oui, mais c'est pas pareil. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est en sujet d'une action qu'il subit, même quand il l'a subie. Elle l'a subie. C'est-à-dire qu'il faut regarder d'autres phrases aussi. Mais repérer ça, c'est très fin, et très souvent, ça se fait malgré nous. C'est-à-dire que nous avons reçu ces discours. Alors, les modes d'adresse, ça a été très bien étudié. On n'écoute pas de la même façon le discours d'un homme et le discours d'une femme, sauf si on a fait sa révolution intérieure. Et quand c'est Trommelplatz qui a écouté des discours syndicaux, très net, c'était à la télévision, une femme qui était vraiment coopérative, qui essayait de faire avancer la discussion, genre Corinne Lepage par exemple, et puis on dit « Ah, mais alors, elle parle tout le temps, et puis elle obstrue. » Vous voyez, on distribue des textes, alors ça c'est publié par Verena et Bicher, on distribue des textes d'hommes et de femmes anonymés. Donc on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes. Ça c'est aussi pour l'écriture féminine, c'est pas sûr. Hein. Donc les gens disent, oh ben ça c'est des textes d'hommes. Pourquoi? Ben parce que c'est net, c'est direct, c'est clair, il n'y a pas de baratin, etc. Ça peut être une femme qui l'a écrit. Hein. Et ça, oh ben ça c'est un texte de femme parce que c'est nuancé. Même quand c'est positif, c'est nuancé, c'est contourné, ou alors oh là là, ça bavarde, ça va pas au fait, etc. Bon, or, il y a des hommes qui vont pas au fait, les politiques en particulier savent très bien faire la langue caoutchouc. Et puis il y a des femmes qui vont au fait, ça dépend aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des situations. Mais au niveau de l'adresse et au niveau de l'attente, c'est pas tout à fait pareil. Et puis, on a la malchance d'avoir une voix plus haute, qui passe plus mal à la radio, donc c'est criard, les femmes, c'est trop aigu, c'est fatigant. J'entendais un jour un père dire, je plains mon fils d'être toute la journée avec une prof comme ça. J'ai dit, bon, mais comment parle-t-elle? Ah, elle parle comme ça. J'ai jamais vu cette prof parler comme ça. Enfin, bon, voyez. Bon, je vous ai montré la grandeur, on va en prendre juste, j'en ai mis 4 parce que c'est la porno chic. Encore celui-là, il a l'air triste, c'est pour ça que je l'ai pris. Il a l'air plutôt gêné, ce petit jeune homme. Vous voyez? Ça n'a pas l'air d'être son truc à lui. Bon, ça doit être autre chose. C'est pourtant la même pub de parfum.
Mais d'habitude, c'est plus complaisant. Vous voyez, j'en ai pris une qu'on dit porno chic, mais qui est quand même encore montrable, parce qu'il y en a qui ont été, vous savez qu'il y a eu un procès, il y en a qui ont été absolument horribles. Alors, contre l'occultation des femmes, après cette déconstruction, la féminisation des noms de métiers. Donc, encore une expérience au Québec et une conférence devant la ministre. Au Québec, en 1974, je m'occupe, je vous ai dit, des apprentissages premiers et je travaille avec l'Institut national de recherche pédagogique, invité par le ministère de l'Éducation du Québec pour aller montrer mes méthodes d'apprentissage de la lecture dans les classes primaires. Et je reçois un badge de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal, j'en ai parlé il y a un mois ici, et je reçois Visiting Professor et Professeur en visite. Première réaction de l'académicienne qui sommeille en chacune d'entre nous. Qu'est-ce que c'est que ça, un E à professeur? Réflexion après coup, tiens, pourquoi pas? Et donc, je me renseigne, et effectivement, je découvre que les Québécoises ont travaillé, et les Québécois, sur la féminisation des noms de métiers. L'Office de la langue française à Montréal travaille sur la discrimination dans les textes officiels, et donc il y a des commissions dans les universités, dans les établissements publics pour veiller à ce que les textes ne soient pas sexistes. Donc le 8 mars 83, je suis invitée, alors il y a la journée des femmes, je suis invitée à Beaubourg à faire une conférence, et je fais la conférence un petit peu sur le début, comme j'ai fait ici, et puis j'en viens à l'expérience québécoise. Et je dis, c'est dommage, parce que vraiment, les Français sont très en retard sur ce qui est la lutte contre l'anglais ou la féminisation des noms de métiers. Et dans la salle, il y a Yvette Roudy. Et en octobre, je reçois un appel du ministère qui dit, voilà, Madame Roudy, après la loi de juillet 83 sur la non-discrimination dans les offres d'emploi, est saisie de nombre de demandes. D'accord, on va féminiser, mais comment faut-il le faire? Les mots ne sont pas dans le dictionnaire, etc. Puisque vous savez, ce fantasme des Français qui est le dictionnaire, comme s'il n'y en avait qu'un. Et même s'il n'y en a eu qu'un dans la famille, il y en a toujours plusieurs, et ils ne sont pas pareils. Et les mots ne sont pas dans le dictionnaire, dites-nous comment faire. Alors, elle a décidé de faire une commission de féminisation des noms de métiers, titres et fonctions. Cette commission est faite selon les normes des commissions de terminologie. Un petit rappel, depuis le 31 décembre 1975, il y a des commissions de terminologie dans chaque ministère qui sont des commissions légales. Madame Roudy va faire une commission absolument du même ordre, et ces imbéciles de journalistes et d'académiciens ne vont même pas savoir ça. Le 31 décembre 1975, au nom de la défense du consommateur, a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale une loi de défense du français contre l'anglais. À l'unanimité, hein, gauche-droite. Ce ne sera pas pareil pour la féminisation. De octobre 83 à février 84, on essaye de mettre en place cette commission avec la légalité, c'est-à-dire 2 personnes de chaque ministère nommées par le ministre viennent à cette commission, des gens qui veulent bien, des gens qui ne veulent pas. Ils sont nommés, hommes ou femmes. Puis Yvette Roudy s'adjoint des expertes, écrivaines, philosophes, et de la francophonie, quand je lui montre que partout ailleurs qu'en France, on a féminisé plus aisément, même si en Belgique, c'est en 93 que les textes vont apparaître. Les textes administratifs et légaux, juridiques. Donc, on fait venir des Belges, des Suisses, des Québécoises. Et puis, moi, je fais venir quelques autres linguistes pour pas être seule. Et puis, en particulier, une spécialiste de l'orthographe, qui est Nina Katach, pour qu'elle nous aide aussi à décider parfois lorsqu'il y a des ambiguïtés. Donc, cette commission est légale. Cette commission, de plus, est légitime parce qu'il s'agit de faire apparaître les femmes dans leur action sociale, dans leur travail, par leur titre, et que des fonctions peuvent être occupées par des femmes. À propos de fonctions, on va se heurter au masculin, évidemment. Par exemple, la fonction de professeur va être dite au masculin, comme la fonction d'inspecteur, comme directeur. Mais chaque fois qu'on veut nommer précisément quelqu'un, on peut employer
le féminin. Il y a donc une légitimité sociale, il y a une légitimité linguistique, je vais la montrer, parce que le français est une langue vivante, il a longtemps féminisé, ça s'est bloqué. Alors, moi, dans les recherches que j'ai faites, je dis que ça s'est vraiment bloqué au 19e siècle, mais dans les conférences de l'IEC, j'ai appris que ça s'était déjà bloqué avant par des historiennes qui ont aussi travaillé là-dessus et qui m'ont dit « Ah, ça commence au 18e siècle ». Alors là, je ne sais pas trop, moi, j'ai repéré quand même qu'un certain nombre de termes s'étaient arrêtés au 19e siècle. Bon, donc, légitimité sociale, légitimité linguistique. Je vous ai mis quelques éléments, la bourrelle, la prieure, la médecine dans le dictionnaire de Freiburg, et évidemment tous les petits métiers, ce qui va faire dire à Benoît Grout, qui est la présidente de la commission, que les métiers haut de gamme restent masculins et les métiers bas de gamme sont toujours féminisés. C'est vrai, une femme va chez sa coiffeuse, chez son esthéticienne, mettons, mais se veut rédacteur du journal télévisé. Je cite là Christine Ockrem qui va dire « Mais attendez, moi je ne suis pas rédactrice d'un journal comme elle. Je suis rédacteur du journal télévisé. » Ne confondez pas. Et on va avoir des directrices qui vont répondre à nos enquêtes. « Ah, mais je ne suis pas directrice d'école maternelle. » Ou « Je ne suis pas directrice de... Je suis directeur... etc. » Donc on va avoir des résistances de femmes qui, ayant sans doute un peu souffert à gravir beaucoup d'échelons, mais non, sans le reconnaître, parce qu'on va avoir des interviews où, moi, avoir souffert d'être femme, jamais, pas du tout, non. D'ailleurs, je ne suis pas féministe. Stéréotype absolu. Et il y en a une qui est à un moment chef de syndicat, qui ne va dire qu'après, oui, quand même, il y a eu quelques problèmes. Édith Cresson, pendant la féminisation des noms de métiers, va être une des plus opposées. Donc, bon, mais il ne faut pas trop les mettre en avant, parce que quand on fait des enquêtes statistiques, ça, ce sont des singularités. Mais quand on fait des enquêtes statistiques, il y a autant de femmes que d'hommes qui sont pour la féminisation, et c'est toujours des résultats majoritaires. Alors, on invite aussi des gens de l'académie. Benoît Grout essaye de toutes ces possibilités de faire venir des académiciens. Elle a d'abord une ou deux personnes qui répondent plutôt positivement, et puis il doit y avoir un diktat. Enfin bref, plus personne de l'académie ne vient, et l'académie va faire des textes très violents en 1984 et en 1998. Alors les représentants, ça va être Lévi-Strauss, ça va être Perfit, ça va être Dutour et Hélène Carrère d'Ancos et Hector Banchotti. Donc, refus de... Mais alors moi, il faut quand même que je dise qu'eux, ils avaient fait quelque chose, ou elle, l'académie, c'est que quand un homme est devenu sage-femme, gros problème, un homme sage-femme, que va-t-on faire? Il faut le nommer, ce malheureux. Alors, on dit un homme sage-femme? Non, c'est pas possible, c'est une composition trop complète. Eh bien, un sage-homme? Ah non, ça va pas non plus. Ils vont trouver le beau mot que personne n'utilise de maïeuticien, qui veut dire accoucheur en effet, mais accoucheur psychique. Donc, maïeuticien, quand moi je vais faire des enquêtes, ça me donne mailloticien. Parce qu'il porte un maillot. Qui s'appelle linguistiquement une remotivation, c'est-à-dire les enfants au maillot, ou un mailloticien. On met plus de maillot, c'est pas grave, la langue s'en souvient. Alors, j'ai mis quelques-unes des injures, mais je pourrais faire un livre avec les injures, ce que je n'ai pas fait. Vous voyez, un comité de dames patronesses enrubannées se réunissent à l'heure du thé pour saccager la langue française. Les images de Dumézil sont terrifiantes. Elles prennent des sécateurs dans la forêt vierge de la langue. Castration, castration, quand tu nous tiens. Et c'est lui qui va dire, il faut absolument vider les féminins, on n'en a pas besoin, mais garder l'admirable conne dont on ne saurait se passer. Donc l'injure se dit toujours au féminin dans ces cas. La fin de l'article de Dutour, c'est que les cons et les connes se le tiennent pour dit. Ce qui nous permet de montrer qu'ils ont bien compris ce que nous faisons. C'est-à-dire que pour nous nommer, il faut nous parler au féminin. Il faut retourner la chose. Bon.
Dumézil, c'est terrifiant. Mais moi, ça me permet... Il impose un article au Nouvel Observateur, et moi, ça me fait comprendre tout d'un coup quelque chose que j'avais pas tant saisi que ça. Je me disais, bon, une petite chose sur le vocabulaire, c'est normal que je le fasse, je suis pour faire reconnaître les femmes et les nommer comme travailleuses sociales, mais bon, c'est pas grand-chose. L'article de Dumézil me fait prendre conscience que ce pas grand-chose touche à la nomination. Donc, touche à qui donne les noms. Adam. Donc, touche à quelque chose de bien plus profond, bien plus archaïque, au fondement même, comme disait Ballandier, du social, c'est-à-dire de ce qui nous met ensemble, le lien social qui se marque comme social et oublie qu'il tient du symbolique. Et la langue touche à ça. Donc, merci à l'injure de Dumézil, parce que je vous assure que j'ai un peu gambergé avec ce texte qui m'a étonné. Dumézil était un grand indo-européaniste, comme Lévi-Strauss, plutôt un grand anthropologue. On s'étonne que des gens qu'on croit intelligents soient si bêtes par moment. Mais Flaubert disait que la bêtise, c'est la chose du monde la mieux partagée. Donc, bon. Or, l'article de Dumézil finit par « À quand Madame Mitterrand ? À quand Madame Fabien ?» Donc, il touche Mitterrand et Fabius sur les noms. Or, il sait qu'il y a dans plein de pays, et même dans des régions de France, on a pu dire la Gravaude, on a pu dire Gorbatcheva. Donc, on féminise. Dans bien des pays, toutes les langues slaves, on féminise les noms du père en noms de femme. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il le sait. Eh bien, son savoir ne suffit pas. Et on va voir au niveau des injures, par exemple, le Figaro qui va en partie nous soutenir et en partie nous démolir. Quand c'est perfide, ça nous démolit. Quand c'est Aristide, ça nous soutient. L'humanité va toujours soutenir. Le Monde va être profondément hostile. Le journal Le Monde. Donc, vous voyez, c'est pas gauche et droite. C'est quelque chose qui touche à l'intime. Et sans doute à la nomination. Donc, comment va-t-on travailler? Je tiens à dire, parce que vraiment, c'est la seule commission qui a fait des enquêtes, qui a fait un travail linguistique extrêmement sérieux pendant 1 an. Et les séminaires de linguistique, et c'est vrai, ont joué, j'ai fait faire des mémoires là-dessus, etc. Bon, alors, dégagement du système, de la créativité possible du français, il y a 3 possibilités. On emprunte aux langues étrangères, on compose, sage homme, ou femme médecin, ou bien on dérive, c'est-à-dire qu'on prend un affixe, ou un suffixe, ou un préfixe. La médecine, comme on a vu dans le Trévoux, dans le dictionnaire Trévoux, la médecine est accouchée, c'était la femme du médecin. Bon, donc on a ça, emprunt, composition, dérivation. Nous, on a fait des enquêtes dans les dictionnaires, dans les romans historiques, et puis des enquêtes in vivo, c'est-à-dire avec les gens. Le mode des enquêtes, c'est si c'est une femme qui exerce ce métier, que pourriez-vous dire? Alors, on va tâtonner, on va s'apercevoir qu'il faut imposer un ou une, en disant aux gens, vous pouvez choisir un ou une, mais pas le ou la. Parce que ça donne, par exemple, l'instituteur, on ne sait pas si c'est une instituteur. Bon, là, ça ne marche pas avec instituteur, les gens diront institutrice. Mais le professeur, bon, on sait que c'est du masculin. La professeure, on sait que c'est du féminin. Mais il y a des éléments qui commencent par une voyelle ou c'est l'apostrophe, on ne peut pas savoir. Donc on va imposer l'article, et puis on va s'apercevoir que ça dépend aussi de la façon dont on met les noms. Parce que si on commence par les noms de l'armée, l'enquête va être moins féminisée que si on commence par des noms tout venant. Donc l'armée, la justice et la médecine sont les 3 corps qui vont le moins féminiser. C'est-à-dire que quand on va aller interroger le ministre Hernu à l'époque et puis des gens du ministère des Armées, on a moins de féminisation, en particulier pour leur propre corps. Si on va interroger les médecins, pour leur propre corps. Mais si on interroge l'armée chez les médecins, ça peut féminiser. La médecine dans l'armée, ça peut féminiser. Vous voyez, c'est soi-même, il ne faut pas trop toucher. Il y a aussi l'habitus linguistique. Si on n'a jamais entendu le mot, ça paraît bizarre. Alors, par exemple, écrivaine, alors je ne citerai pas
les noms de la personne qui m'a cité la première fois cela, sauf comme ça en privé. Écrivaine, mais Anne-Marie, non, mais écrivaine, vous entendez la vanité de la chose. Ah bon, parce que dans écrivain, on ne l'entend pas. Donc vous voyez, il faut pouvoir réagir vite sur le signifiant, sur la forme des mots. Donc des enquêtes qu'on dit de production, donnez-nous des mots. Après qu'on a eu ces premières enquêtes, on a une liste. Par exemple, on a, si c'est une femme qui exerce la profession d'avocat, que pouvez-vous dire? Un avocat, une avocate, une femme avocat. Bon, on va reprendre ces termes-là, et la deuxième enquête, dite d'attitude, va être, c'est une femme qui exerce la profession d'avocat, que préférez-vous entre une avocate, une femme avocate? C'est-à-dire qu'ensuite, dans la deuxième enquête, on va imposer le féminin, et on va demander en fonction de ce qu'on aura eu. Et du coup, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Le français est une langue vivante qui peut tout à fait dériver aisément. Alors là, il faut faire attention. Là aussi, j'ai évolué. J'ai d'abord suivi les grands-mères en pensant qu'on partait de coiffeur et on faisait coiffeuse. Jusqu'à ce que, grâce à Edwige Kajnadar, je m'aperçoive que coiffeur, c'est un dérivé. On prend le verbe de base coiffer ou le verbe de base vendre, et on dérive vendeur, et on dérive vendeuse. Mais qu'on est formé par les grammairiens à dire que le féminin découle du masculin. Donc on ne pense pas vendre, vendeur, vendeuse, on pense vendeur, vendeuse, coiffeur, coiffeuse. Et d'ailleurs, la quatrième proportionnelle, ça c'est pour les gens qui sont un peu en linguistique, de Saussure permet cela. C'est-à-dire nous faire croire qu'il faut partir de technicien, technicienne, pour faire par exemple, académicien, académicienne. Or, en fait, là, en effet, il n'y a pas de verbe de base. Il n'y a pas académiser ou un truc comme ça. Donc, quand il n'y a pas de verbe de base, on part du masculin ou du féminin, comme on l'a vu pour faire le masculin. Mais, autrement, on part du verbe de base et on fait les deux dérivés. Mais on s'aperçoit que cette règle qui est simple ne marche pas toujours. Par exemple, sculpter doit donner sculpteur, sculpteuse. Et quand on fait l'enquête d'attitude et qu'on propose sculpteuse, sculpteur, sculptrice et sculpteur, c'est-à-dire sculpteuse, qui est la forme dérivée classique, sculpteur EUR, ou sculpteur sur le mode québécois, ou sculptrice sur un mode analogique avec des mots sans verbe de base comme auteur, qui vont faire autrice ou auteur. Il y a un certain nombre de gens qui ont dans l'oreille que les mots auteur font trice. Donc ils vont proposer, ou elles vont proposer, sculptrice. Et donc pour sculpteur, on va avoir sculpteur, sculpteuse, sculpteur, sculptrice. Donc on va avoir beaucoup de possibilités. Et dans ces possibilités-là, il va falloir trancher. Dans la commission, on votait. Ce qui est ridicule. D'accord, on votait. Donc, Benoît Drouet était vraiment pour les formes les plus féminines. Moi, j'étais pour une féminisation plutôt minimale, mais sûre. C'est-à-dire que vraiment, on féminise. Mais si vous voulez, on avait eu tant d'articles contre notre fascisme que moi, je pensais qu'il fallait être prudent, que la commission dise qu'il faut féminiser, qu'on peut féminiser, laisser aux usagers et aux usagères de faire comme elles voulaient ou comme ils voulaient, mais de proposer diverses possibilités de féminisation, dont une féminisation minimale. C'est ce que j'ai proposé, c'est ce qui a été voté pour un certain nombre de termes, ce qui fait que dans le texte de loi qui est là, on n'a pas, et que vous trouverez, hein, c'est la loi de Balela, la loi de mars 86, on n'a même pas la féminisation québécoise. Elle est notée, mais je les ai apportées d'ailleurs. Elle est notée, mais on a pris la minimale, une sculpteur. Et maintenant, on est dépassé parce que le français ayant été fourni, eh ben, il se met à féminiser. Et quand moi j'avais proposé une professeure en disant on peut mettre eux, mais on peut aussi ne pas le mettre, bien maintenant, partout on voit une professeure. Bon, et il y a beaucoup plus
féminin, si vous vous rappelez Madame le juge, eh bien maintenant on entend la juge, la procureure du TPI, la magistrate, alors que magistrat avait beaucoup, on disait avocate, mais magistrate avait résisté, et là magistrate est partie, etc. Donc il y a maintenant beaucoup plus de possibilités. On a eu un petit peu de problème avec les mots en heure. On n'a pas eu de problème avec les mots rares comme dactylo, puisque vous savez que c'est une syncope, c'est une dactylographe. Mais bon, une sténo, une dactylo, pas de problème. Et puis il y a eu parfois des résistances drôles quand même pour une linguiste. C'était ah mais plombier, plombière, ah ben non c'est pas possible. Plombière ça existe. Alors si c'est le canard enchaîné, il dit chic, un métier qu'on pourra lécher. Mais les autres, ah ben non, plombière, ça existe déjà. Et alors, moi, j'avais ma réponse toute prête. Bon, d'accord, alors quand vous bouffez de l'avocat, à quoi vous pensez? Donc les homophones, les mots qui ont les mêmes assonances, ils existent. Le cadre de cette conférence n'est pas le cadre de l'industrie. Donc ces mots existent et les contextes nous disent ce dont il s'agit. Donc, bon, alors il y avait pompière, pas possible. Écoutez bien pourquoi. Parce qu'on ne voit pas une femme avec une lance comme ça. Enfin, les gens ont des métaphores inconscientes qui font qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Alors que Benoît Drouot recevait des lettres qui disaient « Madame, s'il vous plaît, féminisez ». En particulier, je me souviens d'une lettre d'une inspectrice des impôts qui disait « J'en ai marre d'entendre et en plus, c'est une femme. Au moins, si j'écris inspectrice des impôts, ils sauront à quoi s'en tenir. » Donc, voilà. Alors maintenant, le problème. Donc, Françoise a parlé tout à l'heure, la féminisation dans le discours. Comment on fait quand il n'y a que deux genres? Alors, on fait comme De Gaulle. Française, français. Il a commencé quand même. Hein. Étudiante, étudiant, étudiant, étudiante. Ou bien on met un tiret, je les ai mis là, ou bien on met le slash, chercheur, ou bien on met comme fait Daniel et Miger des points. Ici, je l'ai mis à chirurgienne. Et puis on essaye, ça c'est ce que proposent les Québécoises, mais c'est pas facile, de trouver des tournures génériques. Les individus qui, ben, sauf qu'en français, individu c'est toujours un seul individu dont vous voulez éviter. Les personnes qui, alors vous imaginez dire à la fac, les personnes qui sont en train de faire leur thèse, c'est pas évident. Hein. Donc on est souvent obligé de prendre du masculin, les sujets parlants, le sujet parlant, je ne vais pas dire la sujette parlante. Donc le sujet ignore la différenciation sexuelle apparemment. Et c'est le jeu qui revient, vous voyez. Et ben là c'est très difficile. Alors on a au Québec des guides de féminisation, j'en ai apporté un comme ça. Il faut essayer, mais je crois qu'on est obligé de prévoir qu'en français on a des difficultés, qu'on est obligé de passer dans des duplications qui paraissent à certains lourds, parce qu'on a une vieille tradition rhétorique qui est la répétition, et donc c'est très très complexe, et c'est pas fini. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de publications, c'est souvent dans des revues féministes, il y a des essais, il y a eu la majuscule aussi, je ne sais pas si je l'ai mise là, mais je sais qu'à un moment j'ai écrit avec la majuscule, non je l'ai oubliée, vous voyez, parce qu'elle a disparu, c'est-à-dire, je crois que c'est dans Nouvelles Questions Féministes que j'avais fait tout un texte avec, par exemple, les locuteurs et eux, à la place d'être entre tirets, étaient en majuscule. Bon, alors voilà, c'est assez difficile, très franchement, donc moi il me semble qu'il reste ce que j'appelle les provocations qui traverse les champs sémantiques. Par exemple, je vous remercie toutes. C'est pas fini, hein, j'ai encore un slide. Mais je vous remercie toutes de m'avoir écouté. Et il y a évidemment plein d'hommes dans la salle. Mais pire encore, c'était à la fin d'un colloque. Et j'ai dit, ben, écoutez, je vous remercie toutes d'avoir été si patientes. Et puis vous avez maintenant un quart d'heure avant le repas pour aller vous maquiller. Et là, je vous assure qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas réagi comme vous. Et je vais finir avec... Bon, alors, la provocation, je la prends à cause des féministes américaines
qui raconte cette histoire. Do you met God? Yes, she is black. Donc vous voyez comment on fait dans la déconstruction par des jeux apparaître des choses. C'est vrai que avoir dit à un public vous pouvez aller vous maquiller rentre dans les stéréotypes, hein, même si les hommes se sont maquillés longtemps, historiquement. Alors, je finirai avec ce visuel, c'est-à-dire peut-on éviter les stéréotypes? Non, mais on peut essayer de s'en apercevoir et essayer de les déconstruire, ce qui est tout un travail révolutionnaire extrêmement complexe. C'est changer des imaginaires. Et c'est important parce que ça touche et à la réalité, évidemment, à l'effectuation sociale et à quelque chose qu'on appelle le symbolique. Et c'est très très important aujourd'hui où il y a, et je dirais juste cela, où il y a une perversion qui s'installe au niveau du langage. Non seulement des dénis, mais une perversion. Je prends un exemple, vache folle. Une vache ne peut pas être folle. C'est nous qui l'avons rendue folle. Mais en faisant vache folle, on se dédouane, on oublie quelque chose. Et que dire de plan social? Alors que c'est un licenciement. Qu'on aménage peut-être, mais enfin, appeler ça plan social, franchement, c'est une hérésie linguistique. Sauf que ce n'est pas une hérésie, puisque personne ne le repère comme tel. Donc c'est une perversion. Alors, j'aurais plein de choses à dire là-dessus, parce que je travaille en effet là-dessus, et vous savez bien qu'il y a des travaux très importants qui ont été faits à propos du nazisme. Je pense à La langue du Troisième Reich de Klemperer. Donc on n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans la même perversion, mais il faut avoir une grande vigilance à l'égard des paroles. Et c'est pour ça que je voulais finir en disant qu'il faut être responsable de sa parole, comme on est responsable de ses actes. Bon, vous voyez là qu'il y a un fondement psychanalytique, c'est-à-dire le sujet est responsable, y compris de ces actes incongrus, qui sont toujours les actes qu'il produit. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de soutenir à la fois le contrat social ou symbolique qu'est la langue, qui fait qu'une douche, ça doit être une douche, et pas autre chose qu'une douche. Donc il faudrait qu'il y ait une certaine adéquation, malgré l'arbitraire, du signe qui fait que le mot n'est pas la chose, entre ce qui est censé être dit par le mot et la chose, mais peut-être en faisant attention et pas perroquetiser en répétant des phrases qu'on a entendues et qui à la place de sortir par l'autre oreille sortent par nos bouches, c'est-à-dire faire attention. Et c'est ce que j'appelle soutenir sa parole ou écrire dans sa parole, quelque chose de cela. Et juste un petit exemple sémiologique. J'ai mis comment un bon vouloir peut dire tout autre chose. Vous pouvez regarder ces images, elles sont de bonne volonté, c'est-à-dire qu'elles veulent dénoncer des choses. Et en fait, elles réactivent des stéréotypes. Et on pourrait les commenter. Elles affirment des choses qui sont ces stéréotypes des contes. Un homme idéal, un prince charmant. Bien sûr, elles dénoncent la dure réalité qu'on croyait rencontrer le prince charmant et on rencontre un homme qui vous frappe. Mais le problème, c'est qu'en disant vous rêviez d'un prince charmant, c'est-à-dire en dénonçant un stéréotype, on l'inscrit une fois de plus. Et c'est ça qui est si compliqué. Donc j'ai mis ça en finale pour voir comment, quand je dis une éthique de la parole, une éthique du discours, c'est repérer aussi... Qu'est-ce qu'il fait là? Il est tout cassé. Il est fatigué. Vous aussi. On arrête.